Alors là, j'ai lu dans un livre sur Bentham un exemple qui n'est pas de Bentham, mais qui pourrait illustrer un peu la naïveté de ce calcul. Il s'agit d'un benthamite qui doit décider s'il veut conduire son neveu au cirque ou rester chez lui à lire pendant la soirée. Alors, on peut dire, première branche de l'alternative, le cirque va ennuyer cet oncle, -5. Mais il y a sympathie à voir le plaisir de l'enfant, allez aussi, +2. Plaisir de l'enfant, +10. +7. Résultat final, +7, en faisant l'addition et la soustraction. Deuxième branche de l'alternative, rester chez soi. Plaisir modéré d'une soirée à la maison, +6. Conscience de la déception de l'enfant, -2. Et cette déception elle-même, -8. Résultat, -4, d'où on va au cirque. N'est-ce pas? C'est un exemple caricatural, bien entendu. Oui. Ah ben oui, il a oublié ça, n'est-ce pas? Il a oublié ça. Le prix du cirque, n'est-ce pas? Oui, puis ça irait peut-être plus loin encore. Oui, ah ben, les conséquences sont à l'infini, n'est-ce pas? Les conséquences vont à l'infini. Parce que, vous ne savez pas, peut-être que le spectacle en question du cirque va déterminer une vocation chez l'enfant. Alors ça va chercher très loin, n'est-ce pas? Pardon? Les parents ne figurent pas dans l'exemple. Ah oui, par extension. Oui, il y aurait moyen, n'est-ce pas, de trouver toutes sortes de conséquences, là, n'est-ce pas? Il peut y avoir des conséquences fâcheuses. L'oncle peut se faire écraser par une voiture en amenant son neveu au cirque, ce qui est fâcheux, mais ça ne peut pas être prévu. Alors ça n'entrerait pas dans le calcul félicifique, je crois, n'est-ce pas? Il y a les conséquences raisonnablement prévisibles d'une action. Et alors là, on voit que le caractère éthique dépend entièrement du calcul, n'est-ce pas? Parce que, à supposer que cet oncle ait estimé le plaisir de rester une soirée à la maison beaucoup plus haut, n'est-ce pas? Et puis celui de l'enfant moins grand, il aurait pu décider de rester à la maison, n'est-ce pas? Donc il n'y aura pas d'a priori là-dedans. Nous avons tendance à dire « Ah, mais non, enfin, quand on a un neveu qui aime aller au cirque, il serait plus moral quand même, n'est-ce pas, plutôt que de rester égoïstement chez soi à lire un livre, de conduire son enfant au cirque, c'est plus altruiste en tout cas, disons, et puis ça montrerait un tempérament meilleur, quoi. » Mais Bentham ne considère pas du tout cela. Pour les crimes non plus, n'est-ce pas? Il est très pointilleux et il ne considère pas la réaction que l'on a normalement. Disons, il dira que je ne sais pas moi, un détrousseur de grand chemin, n'est-ce pas, crée des souffrances simplement. C'est fâcheux à cause de cela. Mais nous aurions tendance à dire, même s'il procédait avec beaucoup de doigté, sans faire souffrir les gens, etc., ce serait quand même pas bien de détrousser les gens. Même si peut-être ça augmentait le bonheur, on ne sait pas, n'est-ce pas? Nous aurions tendance à dire avec Kant, bon, ben c'est quand même mauvais, n'est-ce pas? Mais Bentham cherche à justifier constamment par des critères tirés du bonheur et de la souffrance les idées morales. Alors, bon, Bentham considère aussi les sources de plaisir et de douleur, sources qu'il considère à la fois comme des sanctions, c'est-à-dire, c'est le sens étymologique de sanction, ce qui sert à lier la conduite d'une personne. Alors pour lui, il y a 4 sources de plaisir et de douleur qui en même temps
commande, disons, le comportement, c'est la source physique, la sanction physique, la sanction politique, la sanction morale et la sanction religieuse. N'est-ce pas? Et comme exemple de sanction physique, considère ça comme une sanction au sens étymologique. Évidemment, ce ne serait pas normal d'employer ce mot tellement en français, puisqu'il n'y a personne qui punit. Là, une sanction, on a toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui punit, mais il considère par exemple une calamité naturelle qui arrive à cause de l'imprudence d'une personne comme une sanction physique. Donc, je ne sais pas, moi, je ne trouve pas tellement d'exemples. Supposez que, oui, enfin, que vous alliez faire du ski hors piste et puis que vous êtes pris par une avalanche. Alors, Bentham considérerait que les douleurs que vous avez, ou même si vous en mourrez, sont une sanction physique due à votre imprudence, que c'est la nature qui, en quelque sorte, produit cela, non pas intentionnellement, bien entendu, n'est-ce pas? C'est physique, simplement une sanction. Alors, si c'est un juge qui vous punit, selon la loi, il s'agira d'une sanction politique. Et alors, pour la sanction morale, Bentham a une vue très faible, très peu convaincante de cette sanction morale. Pour lui, la sanction morale se réduit à la désapprobation des gens. Ce sera, au fond, la sanction populaire. Si vous faites quelque chose qui n'est pas généralement admis, vous aurez la réprobation publique contre vous. Et bon, enfin, cela, pour Bentham, il appelle cela la sanction morale. C'est une façon très faible d'utiliser le mot moral, là, n'est-ce pas? Parce qu'enfin, on n'a pas l'habitude de dire que quelque chose qui va en général contre le sentiment public est nécessairement immoral, n'est-ce pas? Et puis, alors, il y a cette sanction dont je parlais tout à l'heure, la sanction divine, sur laquelle il n'insiste pas, qui est la sanction par Dieu, n'est-ce pas? Par un être supérieur. Bentham distingue encore des genres de plaisir et de douleur, j'avais parlé un petit peu de cela, tout en n'admettant pas, comme je l'avais dit, n'est-ce pas, de faire une hiérarchie alors des plaisirs hauts et bas, comme le fera Mill, qui s'écartera de la théorie de Bentham en distinguant, lui, Mill, non seulement la quantité de plaisir à laquelle se borne Bentham, mais la qualité, n'est-ce pas? Bentham considère indirectement la qualité à travers ces critères dont j'ai parlé, n'est-ce pas, puisqu'un plaisir plus durable pourra être dit d'une qualité supérieure à un plaisir moins durable ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Mais il ne distingue tout de même pas nommément des plaisirs plus hauts, plus nobles, si vous voulez, de plaisirs plus bas. C'est le sens de la formule « Pushpin is equal to poetry ». Donc, ça. Alors, mais il distingue quand même des genres de plaisirs dont nous donnerons simplement un exemple ou deux. Il donne par exemple les plaisirs de l'amitié, d'être en bon terme avec une personne, et Bentham ajoute étrangement, là, ça montre, je ne sais pas, qu'il faisait une idée bien bizarre de l'amitié, il ajoute, ou bien ça veut dire être sur le chemin d'avoir le bénéfice de leur service gratuit et spontané. Alors ça, je trouve ça un peu fort, n'est-ce pas? Vraiment. Enfin, ça lui paraissait peut-être une définition de l'amitié. Je préfère alors celle d'Aristote encore. Mais les plaisirs du pouvoir, aussi, je choisis un peu au hasard là,
Et il distingue aussi les plaisirs de choses qui nous apparaissent immorales, de la malveillance, par exemple. Il faudra aussi les faire entrer dans ce calcul, n'est-ce pas? Et puis alors les douleurs des sens, les plaisirs des sens bien entendu aussi, de la mémoire, les douleurs de la mémoire, je pense qu'ils pensent au remords, à quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Les douleurs de l'imagination, pensez peut-être à toutes les craintes et les fantasmes qui peuvent hanter l'esprit de quelqu'un lorsqu'il a peur dans la nuit, ou bien lorsqu'il a peur d'un accident, des choses comme ça. Et il compte aussi les douleurs de la malveillance également, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il faudra faire la part des douleurs et des plaisirs dans des actions semblables. Alors, comme vous voyez, il n'y a pas énormément d'humour dans cette vision de Bentham. Bentham avait cherché à convaincre l'empereur de Russie, mais je ne sais pas qui c'était à cette époque. Il était allé en Russie et il était revenu d'ailleurs en concevant un projet de prison modèle dont j'avais déjà parlé, je crois, qui s'appelait le panopticon, de pan, tout, et opticon, opsomai, orao en grec, voir, d'où le mot optique en français. Panopticon était une prison transparente en quelque sorte, où l'on pouvait observer les prisonniers tout le temps. C'était pas du tout. Bentham n'a pas du tout écrit cela dans une perspective sadique, même si ça peut apparaître tel de nos jours. Je vous dirais que je n'ai pas lu le Panopticon. Il a été traduit en français. Je l'avais acheté d'ailleurs et puis je l'ai perdu. Je ne sais plus où je l'ai mis et je ne saurais pas vous dire l'éditeur. Il a été traduit assez récemment en français. Ça vaudrait la peine de regarder cela. Je sais qu'il s'agit donc d'une prison dont il avait été très sérieusement question qu'on la bâtisse au temps de Bentham, sur le projet de Bentham, et Bentham ayant été lui-même d'ailleurs dédommagé assez richement par le gouvernement parce qu'on avait décidé de ne pas construire cette prison et qu'alors les travaux qu'il avait faits ou les heures qu'il avait pu passer à cela lui ont été comptés en dédommagement. Cette prison aurait été une prison dans laquelle les peines auraient été tout à fait mathématiquement proportionnées au délit et où le but de la prison aurait été de corriger, n'est-ce pas, de corriger. De corriger pourquoi? Eh bien parce que pour un homme comme Bentham, quelqu'un qui se rend compte que ce qu'il fait entraîne plus de douleur que de plaisir, devra raisonnablement, à la longue peut-être, changer de comportement et en venir, n'est-ce pas, à un comportement qui est plus avantageux. Chose qui montre que Bentham se fait une idée probablement tout à fait erronée de la psychologie des prisonniers, n'est-ce pas? Puisqu'il est notoire que n'importe quel genre de prison, qu'elle soit bonne ou mauvaise, a une tendance invincible à endurcir le prisonnier dans sa ligne de conduite et non pas à le convaincre de changer de comportement, n'est-ce pas? La plupart du temps, ce n'est pas ce qui arrive. Dickens, Charles Dickens, le romancier, s'est moqué dans David Copperfield, si vous vous rappelez cela de votre enfance, d'un personnage, l'un des plus méchants de Dickens, qui s'appelle Uriah Heep. Curieusement, un orchestre s'est donné ce nom, un orchestre de rock, ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas pourquoi, par une sorte
de bravade, n'est-ce pas? Un personnage d'une hypocrisie totale. Et alors Dickens le met en fin de compte, le fait aller à la fin du roman dans une institution plus ou moins utilitariste de redressement. Enfin, le héros, David Copperfield, le trouve, ce personnage, dans une institution de gens du XIXe siècle, philanthropes, utilitaristes, qui ont organisé cette institution. Et qu'est-ce qu'ils trouvent? Eh bien, Uriah Heep reçoit une récompense du meilleur élève de cette institution, parce qu'il a le mieux réussi, hypocritement, à se faire passer, n'est-ce pas, pour un élève modèle, alors qu'il est le pire de tous. Dickens a écrit tout un roman que vous pourriez lire une fois, qui est un petit peu démodé, mais qui est quand même assez bon, Hard Times, les temps difficiles, contre les utilitaristes. Et ce n'est pas le meilleur roman de Dickens, n'est-ce pas? Il vaut peut-être mieux lire Les Grandes Espérances que Hard Times, mais c'est quand même un roman où il met en scène des personnages caricaturaux, entre autres d'utilitaristes. Il caricature l'utilitarisme, là, bien sûr, n'est-ce pas? Mais il y avait un peu du vrai là-dedans. Il invente deux personnages, dont l'un s'appelle Gradgrind, probablement formé sur le verbe grade, donner des notes à l'école, et grind, réduire en poussière. Gradgrind. L'autre, Bounderby, je ne sais pas exactement ce que ça signifierait. Le second étant pire que le premier, Gradgrind se convertissant à la fin tout de même. Et alors, il donne une sorte, il dit que ce sont des utilitaristes, il donne une façon dont Thomas Gradgrind se présente. Alors, je vais peut-être quand même lire le texte anglais et traduire, parce que ça vaut la peine, je crois, n'est-ce pas, pour caricaturer un utilitariste. Alors, il dit: Thomas Gradgrind, sir, a man of realities, a man of fact and calculations, a man who proceeds upon the principles that 2 and 2 are 4, and nothing over, and who is not to be talked into allowing for anything over. Thomas Gradgrind, sir, peremptorily Thomas Gradgrind, with a rule and a pair of scales, balance, and the multiplication tables always in his pockets. Sir, ready to weigh and measure any parcel of human nature, and tell you exactly what it comes to. It is a mere question of figures. Chiffres, a case of simple arithmetic. You might hope to get some other nonsensical belief into the head of George Gradgrind, or Augustus Gradgrind, or John Gradgrind, or Joseph Gradgrind, all supposititious, non-existent persons, but into the head of Thomas Gradgrind, no, sir. Je traduis cela, si vous voulez. Thomas Gradgrind, assez mal d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas rendre ce texte en français, comme ça, n'importe comment. Thomas Gradgrind, monsieur, un homme de réalité, un homme de fait et de calcul. Un homme qui procède selon le principe que 2 et 2 font 4 et pas davantage, et que l'on ne pourra persuader d'admettre que cela fait davantage. Thomas Gradgrind, monsieur, impérieusement Thomas Gradgrind, si on peut dire, peremptorily, avec une règle et une balance et la table de multiplication toujours dans sa poche, monsieur, prêt à mesurer et à peser toute parcelle de la nature humaine. Ça, c'est vraiment Bentham, n'est-ce pas? Là. Et à vous dire exactement what it comes to, quel est le résultat, à quoi revient cette parcelle de la nature humaine. C'est une simple question de chiffres, un cas de simple arithmétique, dit-il. Vous pourriez espérer mettre dans la tête de George Gradgrind, d'Auguste Gradgrind, de John Gradgrind, de Joseph Gradgrind, toutes des personnes inexistantes supposées,
vous pourriez espérer mettre dans la tête de ces gens des croyances, d'autres croyances absurdes, qui sont justement des croyances à tout ce que Dickens veut valoriser dans le roman, c'est-à-dire le bon sens, la nature, le sentiment, la vraie joie, toutes ces choses qui n'entrent pas dans la tête d'un utilitariste comme le conçoit Dickens, n'est-ce pas? Mais dans la tête de Thomas Gradgrind, non monsieur, vous ne ferez pas entrer cela dans sa tête, n'est-ce pas? Alors bien entendu, il faut prendre ça pour ce que ça vaut, c'est-à-dire c'est une caricature. C'est une caricature. Dickens peut montrer assez facilement cela, si vous voulez, puisque dans une fiction, il peut montrer à quel point un calcul félicifique du type de Bentham est inhumain, peut être inhumain. Il n'a qu'à contraster cette attitude, chez un personnage déplaisant comme Gradgrind, il n'a qu'à contraster cette attitude avec le comportement spontané des enfants, dont il est question dans le roman, n'est-ce pas, avec des situations humaines dans lesquelles on voit immédiatement que le calcul n'est pas approprié et qu'il faut sympathiser vraiment avec cette situation. Il n'a pas de peine à montrer là que ces personnages sont des mécaniques dépourvus de tout vrai sentiment humain, n'est-ce pas? Mais c'est évidemment une caricature de l'utilitarisme. Et l'utilitarisme était une doctrine qui a connu en Angleterre, et à juste titre, souvent un grand succès, même dans les pays anglo-saxons. Il y a maintenant toutes sortes de livres qui se publient et qui sont récents sur des formes d'utilitarisme, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas du tout réduire Bentham lui-même, encore moins Stuart Mill et d'autres, à cette caricature de Dickens. Nous prenons pour acquises toutes les rationalisations de l'existence dans notre société, n'est-ce pas? Je parlais du dentiste tout à l'heure. Tout ce qui a tendu à libérer l'ensemble des hommes des fléaux qui les accablaient autrefois. Je parle de l'ensemble des hommes en Occident, car bien entendu, si nous pensons à l'Éthiopie, nous ne sommes pas encore précisément au point où nous pouvons dire que les fléaux sont éliminés. Ils ont plutôt tendance à revenir, puisqu'il semble que le choléra soit apparu dans ces camps de prisonniers. Il nous semble, par exemple, que le confort moderne va de soi, n'est-ce pas, puisque nous vivons là-dedans. Je vous signale à ce propos un livre assez critique, d'ailleurs, très très bien fait par une Lausannoise qui s'appelle Geneviève Heller, H-E-2-L-E-R, et qui a écrit un livre qui s'appelle Propre en ordre, qui est une thèse qu'elle a faite de sociologie, je crois que c'était de la sociologie, sur les origines des institutions sanitaires et du confort et de toutes les institutions, n'est-ce pas, de ce genre, à Lausanne, du 19e siècle, je ne sais plus quand elle commence, jusqu'au début de la Deuxième Guerre, je crois. Alors, elle regarde cela d'un point de vue social, d'un point de vue économique, d'un point de vue psychologique aussi, n'est-ce pas, montre comment, peu à peu, on en est venu à ce confort. En général, pas tellement par altruisme, parce qu'à Lausanne, je dis à Lausanne parce qu'elle a parlé de Lausanne, n'est-ce pas, ce serait peut-être probablement la même chose à Genève. À Lausanne, les gens ont commencé à se soucier de démolir les taudis à la fin du 19e siècle, quand ils ont craint que les maladies naissant dans les taudis atteignent les quartiers aisés. Pas avant, n'est-ce pas? Et bon, quand on s'est dit, attention, je ne parle pas ici des individus, je parle des autorités, parce qu'il y a eu des individus qui se sont occupés
personnellement des taudis et des gens et des pauvres et des individus héroïques bien avant que les institutions prennent des mesures, bien entendu. Ça, je ne discute pas de cela. Mais enfin, la société en soi n'est en général pas tellement altruiste, n'est-ce pas? Mais alors, elle montre tout le progrès de ce confort, n'est-ce pas? Le caractère social, souvent, le caractère militaire, presque, parfois, par exemple, dans l'institution des douches scolaires, dans le canton de Vaud, où l'on procédait d'une manière vraiment militaire, rythmée, en laissant un certain nombre de secondes ou de minutes l'enfant sous la douche, puis il devait faire tel geste, s'en aller, il y a l'autre qui venait, etc. N'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'on arrive à des réalisations comme la plage de Douchy ou des choses comme cela, n'est-ce pas? On admette les bains, où l'on est des choses aussi sophistiquées que les installations de WC, de toilettes, de salles de bain actuelles, n'est-ce pas? Qui ont pris beaucoup de temps. Les conclusions de Geneviève Heller sont d'ailleurs très critiques et elle déplore largement, après avoir dit des choses très positives sur ce confort qui a contribué au bonheur d'une certaine façon, n'est-ce pas? Elle déplore que nous ayons complètement perdu contact de cette manière avec le caractère un peu rude de l'existence, les odeurs de la campagne, ou les odeurs en général, dit-elle, et bien d'autres choses qui, dans un univers aseptisé, n'est-ce pas, ne sont plus senties, ne sont plus comprises, aussi du point de vue social, où les individus sont beaucoup plus éloignés les uns des autres, si on admet par exemple que les femmes qui allaient faire la lessive et qui évidemment avaient bien d'autres malheurs autrefois, puisque faire la lessive gâtait complètement les mains, et que les bourgeoises ne la faisaient pas, mais la faisaient faire, bon, mais tout de même, elles étaient ensemble, n'est-ce pas? Tandis que maintenant, les gens sont solitaires dans leur appartement, avec tous les instruments du confort. Alors, bien entendu, Bentham aurait pensé, très certainement, n'aurait pas pensé comme Geneviève Heller, mais il était plutôt du côté propre en ordre, n'est-ce pas, comme est le titre un peu ironique de cet ouvrage. C'est-à-dire qu'il aurait certainement pensé que plus on pouvait créer de confort, mieux ça irait pour tout le monde, puisque les gens seraient plus heureux, qu'il y aurait des peines, des malheurs qui seraient évités. En quoi il aurait eu quand même largement raison, parce que les conclusions de Geneviève Heller ne sont pas toujours justes. Il aurait eu largement raison, parce que, enfin, quand on a pu venir à bout de la tuberculose, eh bien, tant mieux, n'est-ce pas, malgré tout, même si les gens meurent ensuite d'un infarctus, malgré tout, n'est-ce pas? Il faut quand même tenir compte de cette façon de voir les choses. Nous avons un peu trop tendance à penser, avec des gens comme Sartre ou avec Foucault, par exemple, c'est assez clair chez Foucault, que cette organisation de la société en vue du bonheur de tous est une calamité. C'est ce que nous avons tendance à penser, n'est-ce pas? Parce qu'elle n'a pas tenu ses promesses et parce que les gens qui ne vivent plus en Europe entassés dans les maisons insalubres de l'East End londonien au XIXe siècle, malgré tout, continuent à être malheureux. Le calcul félicifique de Bentham apparaît alors ridicule et odieux, de même que la prison modèle organisée pour le bien du condamné, n'est-ce pas? Mais nous ne comprenons plus bien ces problèmes, maintenant, d'une certaine façon, je crois. Encore à la fin du XIXe siècle en Angleterre, le problème des pauvres se posait en ces termes: comment organiser le chaos abysmal régnant dans les quartiers pauvres de Londres?
il y a un livre publié en 1903 de Jack London, celui qui a écrit des livres pour enfants aussi, n'est-ce pas, qui s'appelle The People of the Abyss, les gens de l'abîme, 1903, voyage dans le East End londonien, et qui est quelque chose, moi je ne l'ai pas lu, mais j'en ai entendu parler, et j'ai vu d'autres descriptions de cela. J'ai lu récemment les journaux, les journaux, au sens de journaux intimes, de diary, n'est-ce pas, d'une femme qui était une grande bourgeoise anglaise, qui s'appelait Beatrice Potter, et qui a épousé ensuite un monsieur Webb, qui est devenu Beatrice Webb. Et alors Sidney et Beatrice Webb ont été parmi les fondateurs du socialisme anglais. Les deux qui se sont mariés, et puis ils ont travaillé tous les deux, justement, à faire naître une pensée socialiste en Angleterre. Eh bien, justement, n'est-ce pas, ils se sont penchés du haut de leurs conditions bourgeoises sur les gens de l'East End londonien. Beatrice Webb étant elle-même allée travailler dans l'East End de façon anonyme, de manière d'ailleurs moins douloureuse que Simone Weil en France, chez Renault, je crois, qui a vraiment souffert le martyre comme ouvrière là. Elle est allée travailler et elle a ensuite fait toutes sortes de choses avec son mari, n'est-ce pas, pour promouvoir justement des vues sociales. Alors peut-être que nous comprendrions mieux Bentham si nous pouvions, par la pensée et par la baguette magique, nous transporter à la fin du XIXe siècle en Angleterre, dans ces quartiers, là, et voir ce qu'il y avait à changer, n'est-ce pas? Il est vrai qu'il y a suffisamment de quartiers de ce genre à Calcutta maintenant, comme autrefois, je veux bien, n'est-ce pas? Mais enfin là, il s'agit de notre monde et de ce qu'on a réussi tout de même peut-être à faire pour empêcher certaines misères. Et Bentham aurait été de ce côté-là, n'est-ce pas? Il n'est pas dit que Kant, et il est dit que Nietzsche aurait été de l'autre côté, n'est-ce pas? Il ne faut pas oublier ça. Parce que faire le bonheur des gens en leur donnant peut-être des salles de bain, eh bien pour Nietzsche c'était le comble de la banalité et du mauvais goût, en somme. La noblesse de l'homme consistant pas en cela pour lui. En quoi il avait peut-être raison, mais je pense que l'utilitarisme considère la salle de bain et qu'il a aussi raison, en un sens, n'est-ce pas? Et considère d'autres choses de ce genre. Il ne faut pas oublier que quand Adam Smith, au milieu du XVIIIe siècle, écrit son livre sur la richesse des nations, qui est la fondation de l'économie politique, il ne faut pas oublier que dans les classes pauvres, un pourcentage plus fort que 50% des enfants mouraient en bas âge en Angleterre, faute de soins. Alors il ne faut pas trop se plaindre, n'est-ce pas, de ce qui existe maintenant dans les pharmacies pour n'importe quelle mère qui a un petit enfant et qui va acheter des choses, ou des remèdes, ou des langes, ou n'importe quoi pour son bébé, n'est-ce pas? Parce que simplement, les enfants tout simplement mouraient, n'est-ce pas, de telle ou telle épidémie, ou simplement d'un manque de soins, ou de la rudesse de la vie du pauvre, à ce moment-là. Alors, je dis ça pour contrebalancer ce que j'ai lu tout à l'heure dans Dickens, n'est-ce pas, cette caricature de l'utilitarisme. Parce que l'utilitarisme, c'était ça pour les Anglais. C'était rendre plus humain le monde, les conditions sociales, faire qu'il y ait un peu plus de bonheur chez les hommes, et le bonheur étant envisagé d'une manière relativement matérielle, n'est-ce pas, relativement concrète, si vous voulez. Alors, bien entendu,
cela paraît absurde à des gens de notre époque qui avons appris de Freud que l'homme n'a pas beaucoup de chances d'être heureux, puisque tout son inconscient, au fond, l'empêche de l'être. Alors il faut essayer de comprendre tout de même les choses, n'est-ce pas, de ce point de vue, qui est un peu celui du common sense anglais, et qui n'est peut-être pas le nôtre tout à fait. Parmi les principes faux et contraires à l'utilité, Bentham range le principe d'ascétisme. Je parlais de Schopenhauer tout à l'heure, n'est-ce pas, qui cherche la douleur. Alors là, évidemment, enfin, il se prononce contre, en général, l'ascétisme religieux, n'est-ce pas, et la recherche de la douleur pour des raisons religieuses. Et il ajoute que, oui, les moralistes avant lui et ceux qu'il appelle les religionnistes ont adopté ce principe d'ascétisme en faisant régner la crainte d'un Dieu vengeur. Évidemment, la théologie de Bentham est un peu simpliste ici, n'est-ce pas? Mais enfin, disons, il en a aux gens qui ont voulu faire régner une sorte de souffrance généralisée sous prétexte d'un autre monde. Sur ce point, Bentham aurait été parfaitement en accord avec Marx, je crois, n'est-ce pas? Parce que pour Marx, l'ascétisme bourgeois, c'est quelque chose de tout faux, justement. Donc il s'agissait bien pour Bentham d'ordonner la société vers le bonheur, de libérer la société de lois arbitraires, absurdes, ou mauvaises dans le sens où elles permettaient aux gens malins de profiter de ces lois, n'est-ce pas, au détriment des pauvres gens. Bon, de nos jours, nous voyons bien que l'organisation de la société en vue du bonheur collectif produit effectivement des contre-finalités terribles, n'est-ce pas? Ça, bien sûr, parce qu'il n'est pas possible, il n'est vraiment pas possible, je crois, de quantifier le bonheur comme le pensait Bentham, certainement pas sous la forme de ce calcul caricatural que j'ai fait de l'oncle et du neveu, n'est-ce pas? Mais même, Bentham ne pensait pas que l'on pouvait avoir des unités mathématiques de plaisir et de douleur. Mais il pensait qu'il était utile de faire comme si nous pouvions en avoir pour pouvoir mesurer tout de même, n'est-ce pas, du point de vue juridique, le plaisir et la douleur dans des quasi-unités. Il savait bien que l'on ne pouvait pas donner à cela une forme absolument mathématique, comme dans la science physique, bien sûr. Alors voilà, je vais m'arrêter pour aujourd'hui ici. J'aimerais faire voir, avant de parler de Stuart Mill et que nous lisions un peu son texte sur l'utilitarisme et puis d'autres travaux, j'aimerais bien qu'on s'annonce un petit peu là-dessus. J'aurais voulu faire voir que l'utilitarisme, malgré tout ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, n'est-ce pas, que nous aurions découvert les choses avec Freud, Sartre, Michel Foucault et d'autres, que l'utilitarisme n'a pas qu'un côté naïf et dépassé, mais que c'est quelque chose qui a certains fondements dans le bon sens ou le sens commun de l'humanité, en un sens, n'est-ce pas, qui complète ou contraste avec une morale comme celle de Kant. Voilà, attendez, je vais arrêter sans ça il y aura dans cette bande magnétique toutes sortes de choses qui n'ont pas besoin d'y être.